Nous allons, à l'automne prochain, fêter les 7 ans de la galerie. L'âge de raison. J'ai grandi en Alsace, dans un milieu rural, et je suis arrivé à Paris lorsque j'avais une vingtaine d'années. Un jour, je suis tombé dans une librairie sur un ouvrage qui était consacré à Adolf Wölffli. Et comme j'étais plutôt un littéraire, j'avais lu les textes de Dubuffet qu'il avait écrits sur l'art brut, qui avaient été rassemblés dans plusieurs recueils chez Gallimard. Et j'ai fait le lien entre cet ouvrage sur Adolf Wölffli et les textes de Dubuffet. Et c'est surtout à ce moment-là que je me suis aperçu que je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait quand on parlait d'art brut. Et que du coup, ça m'a donné la curiosité d'en lire davantage, d'acquérir plus d'ouvrages. Et pour les domaines qui me passionnent, c'était pas le seul. Et j'ai coutume de commencer par monter une bibliothèque. C'est d'ailleurs une recommandation que je fais souvent aux gens, c'est-à-dire constituez-vous une bibliothèque sur le sujet. Allez voir dans ce cas-là, allez voir des expositions, allez voir des musées, avant de commencer, par exemple, à collectionner. Et effectivement, de fil en aiguille, je me suis mis à collectionner. Alors la première exposition, je l'ai consacrée à un artiste qui était absolument inconnu au-delà de la Grande-Bretagne. Il y avait quelques mentions qui en avaient été faites dans une revue très spécialisée anglo-saxonne. Et j'avais trouvé ce travail tout à fait passionnant. Mais si on se réfère par exemple aux critères qui sont ceux des créateurs de l'art brut, il appartiendrait à cette troisième catégorie si on considère que la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelait communément au début du XXe siècle l'art des fous. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelait l'art des médiums, donc des personnes en relation avec les esprits, etc. Et la troisième catégorie, celle que Dubuffet a appelé l'art de l'homme du commun, qui est un magnifique oxymore, puisqu'il s'agit en fait de personnalités extraordinaires et qui n'ont rien de commun. Et il appartenait à cette troisième catégorie, c'est-à-dire c'était un garçon qui, à l'âge de 16 ans, a commencé à travailler, exercer des tas de petits métiers et qui avait une activité dévorante par ailleurs, qui était d'écrire l'histoire d'un monde imaginaire, d'un pays légendaire qui s'appelait Xoï. Et il trouvait que, comme Henry Darger, que les Parisiens ont pu admirer à la Maison Rouge il y a quelques années, de la même manière qu'Henry Darger, progressant dans son texte, il s'est rendu compte que peut-être que ça avait plus d'impact si c'était illustré. Et il s'est mis, alors qu'il n'avait évidemment pas de formation préalable, et il s'est mis à essayer d'illustrer cette histoire. Et il a fait des dessins à la mine de plomb absolument formidables, et simplement qui n'étaient dessinés qu'à lui-même. Et c'est son ami qui a décidé, presque dans son dos, d'organiser une petite exposition à Londres, qui a été vue par 2-3 personnes qui ont été les relais de ces articles que j'avais eu l'occasion de lire à l'époque où j'étais simplement un passionné. Et je me suis souvenu, parce que ça m'avait frappé cette œuvre, et je me suis souvenu donc de cet artiste qui s'appelle Chris Ipkiss et qui était en train de faire un beau chemin, puisque d'ailleurs il pourrait servir d'illustration à une thématique qui peut-on avoir été brut et ne plus l'être, puisque effectivement c'est quelqu'un qu'on retrouve maintenant dans de très grandes galeries dans le monde entier et qui non seulement entre dans les collections publiques, mais est très très au fait évidemment maintenant de la situation et du statut qui est le sien dans le monde de l'art. Donc je pense par exemple que Chris Ipkiss est un artiste que je continue à adorer, mais c'est quelqu'un que je n'exposerai plus, parce que je trouve qu'il ne réfère plus au cœur de mon projet. Alors, au moment effectivement où j'ai commencé vraiment assidûment à m'intéresser à l'art brut et où la passion s'est mise à croître, j'ai fréquenté la Halle Saint-Pierre dans le sens où ce n'est pas un lieu dédié stricto sensu uniquement à l'art brut, mais c'est un lieu qui montrait des arts autres, des choses qui n'avaient peut-être pas droit de citer dans d'autres lieux à Paris.
Et je trouvais intéressant effectivement qu'il y ait un lieu qui soit consacré à des œuvres qu'on ne pouvait voir nulle part ailleurs finalement en France. Et dès, je crois, les premières expositions, la première exposition un peu emblématique qui a annoncé cette généalogie d'exposition propre à la Halle Saint-Pierre, c'était l'Art Brut et compagnie, qui réunissait toutes les collections francophones publiques. Donc ça inclut celle de Lausanne, qui est celle de Dubuffet, dont il a fait don à la Suisse. Et cette exposition de 95 a été une exposition sans doute fondatrice, suivie de quelques autres, comme l'Art Outsider, des Américains issus des collections de Chicago, etc., etc., et beaucoup d'autres qui ont suivi. Alors c'est vrai que la Halle Saint-Pierre ne suit pas stricto sensu, comme je le fais moi, le sillon de l'art brut et s'autorise des excursions dans des arts marginaux d'une autre nature, ou plus récemment on l'a vu avec la très bonne exposition de Hay et tout ce qui relève du monde du graphe-zine, de l'art underground, etc., qui est encore un autre versant de l'art, peut-être obscur, mais quand même distinct de l'art brut, dans le sens où on s'aperçoit que leurs auteurs, même underground, ils sont souvent très informés du milieu de l'art et de l'univers des formes dans lesquelles ils opèrent. Il y en a assez peu finalement. Il y en a qui sont très spécialisés. On parlait de la collection de Lausanne, donc la collection de l'art brut, qui est directement issue de la collection que Dubuffet a donnée à la Suisse. Et depuis plus récemment, il y a le musée de Lille, qui se trouve en fait à Villeneuve-d'Ascq, le LAM, qui a construit une nouvelle extension pour accueillir la collection d'art brut, elle-même aussi le fruit d'une donation, donc une collection privée, associative, de passionnés qui, déçus de voir la collection de Dubuffet partir en Suisse, ont essayé de recréer quelque chose d'équivalent. Et ce musée a ouvert il y a maintenant, cette extension, puisqu'il y avait déjà le musée d'art moderne et d'art contemporain. Donc effectivement c'est un cas unique au monde, puisque c'est un musée qui a trois départements majeurs, dont l'art brut. On a pu penser dans la deuxième moitié des années 70, puis dans les années 80, que des commissaires d'exposition, grâce au travail des commissaires d'exposition comme Harald Zeman ou Jean-Hubert Martin, que la monstration de l'art brut allait s'accélérer dans des institutions qui, normalement, n'étaient pas destinées à le recevoir, qui ne soient pas spécialisées, mais qui simplement l'inscrivent dans le champ de l'art ou le conçoivent comme un élément constitutif. Et en fait, c'est resté très très longtemps en pointillé, et ce n'est depuis très récemment qu'on sent un nouveau regain d'intérêt qui est en train vraiment de prendre des accents plus soutenus, mais c'est finalement très récent, ça peut presque se mesurer en mois. Ça, c'est une question qui aiguise la curiosité de beaucoup. C'est comment peut-on trouver des artistes qui, par définition, justement, ne viennent pas avec un carton sous le bras dans une galerie pour se signaler. Et ça, c'est justement et la grande difficulté et le grand charme du domaine particulier dont je m'occupe, c'est qu'il faut les trouver là où ils se cachent. Et ça suppose effectivement d'avoir des relais, des réseaux d'informateurs en quelque sorte dans le monde entier. Et de temps à autre aussi avoir le plaisir, un peu trop rare, mais parce que ça prend beaucoup de temps, ce type de prospection, mais de voyager et d'aller voir un peu partout dans le monde ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que ce sont des personnalités de créateurs que l'on découvre dans des réseaux qui n'ont strictement rien à voir avec le milieu de l'art. Ça peut être je me suis retrouvé dans des institutions psychiatriques au fin fond de l'Amérique latine ou au fin fond de la Chine, voilà. Donc, oui, humainement, il y a une dimension particulière qui est liée à cet exercice, parce qu'on rencontre des personnalités avec lesquelles d'ailleurs il est parfois pas très évident d'entrer en contact, pas simplement pour des problèmes de langue, mais parce que ils vivent eux-mêmes dans une altérité telle qu'ils ne vous sont pas accessibles.